Christian, bonjour. Bonjour. Alors Christian, vous êtes spécialiste de Pinterest. Pouvez-vous un peu nous parler quand même de Pinterest, qui est un réseau social qui est quand même assez méconnu du grand public, surtout en France? Alors, Pinterest, c'est un réseau social d'images, comme on peut l'appeler, un peu comme Instagram notamment, ou d'autres, un peu comme Flickr. Voilà. Ça rentre en fait un petit peu dans je dirais dans les réseaux sociaux qu'on nomme visuels, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le visuel ou le média visuel, en tout cas, est prépondérant sur les réseaux sociaux et même ailleurs. Finalement, on parle souvent de visual content marketing, voilà. Donc c'est un réseau social qui existe depuis mars 2010, créé aux États-Unis, donc ils sont basés à San Francisco, et qui a 4 ans et demi d'existence, et qui est un petit peu particulier, en tout cas dans ce domaine, dans cet écosystème digital ou social en fait, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il ne crée pas du lien, notamment entre les gens, parce que la plupart des réseaux sociaux c'est ça, mais plutôt entre les intérêts ou les passions de ces gens. C'est-à-dire que les personnes, vous avez un système comme sur Twitter ou Instagram où on peut suivre, hein, on peut follower, enfin, quel que soit le terme qu'on utilise, mais les gens, on va dire, suivent plus les passions, les centres d'intérêt que les gens épinglent, puisque c'est le terme qu'on utilise, sur leur compte, plutôt que le compte lui-même. Alors on peut avoir effectivement, les gens peuvent suivre entièrement tous les tableaux, évidemment, un compte complet, mais les gens ont une logique de suivre des centres d'intérêt. Ce qui diffère d'un point de vue aussi stratégie de la plupart des autres réseaux, parce que finalement c'est ces intérêts ou cette expérience utilisateur qu'il faut vraiment privilégier sur Pinterest, plutôt que de faire sur beaucoup de réseaux sociaux finalement, où on partage en fait un peu du brand content, l'approche est vraiment différente. Qui plus est, alors après c'est vrai qu'on dit souvent que, en tout cas depuis ces derniers mois, que Pinterest sera peut-être le futur Google. Pourquoi on dit ça? Parce que en fait le fonctionnement est un peu comme celui de Google, c'est-à-dire que la plupart des gens utilisent Pinterest avec le moteur de recherche pour effectivement collecter, pour découvrir des épingles qu'ils vont ensuite utiliser sur leur compte par catégorie donc de centre d'intérêt. Et parce que aussi c'est ce qu'on appelle aussi un moteur d'inspiration, c'est-à-dire que les gens y vont pour, au-delà de partager leur passion, mais pour vraiment s'inspirer avant de passer à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je prends un exemple très concret, une des thématiques par exemple, populaires notamment sur Pinterest, c'est le mariage. Vous avez aussi les recettes de cuisine ou les voyages en général, la mode. Donc, si je prends l'exemple du mariage, les gens notamment s'inspirent, veulent par exemple se marier l'été prochain. Ils vont sur Pinterest et puis là en fait ils vont collecter ou se créer un tableau déjà dédié à leur mariage, leur futur mariage, en collectant des épingles qui pourront les inspirer pour la préparation du mariage. Donc c'est là que la différence se pose, c'est-à-dire que les gens planifient en utilisant Pinterest avant de passer ce qu'on appelle à l'action pour leur mariage. Donc ils peuvent collecter des alliances, des lieux dans lesquels ils aimeraient bien faire organiser leur mariage, le service à table, les robes de mariée, le voyage de noces éventuellement. Donc finalement tout un écosystème ou tout un tableau en fait qui regroupera, en fait, ils font de la curation quelque part, d'ensemble d'éléments qui vont les aider à préparer leur mariage. Et donc finalement c'est aussi là que se situe justement la différence avec un Google. La plupart du temps Google se positionne, si je dirais au moment de la recherche finale. Je m'explique, quelqu'un qui veut partir en vacances, il dit je veux partir, j'ai décidé de partir aux Maldives, donc pour faire par exemple un voyage de noces. J'aimerais partir 2 semaines aux Maldives avec mon mari, et donc je vais sur Google et je cherche. Sur Pinterest en fait on fait ça, mais on fait tout ce qui est avant. C'est-à-dire que justement il y a la préparation en soi du mariage, il y a l'organisation du mariage, il y a le voyage de noces. Et à la fin, en fait, le voyage de noces, entre guillemets, se situe qu'en bout de chaîne, mais Pinterest se situe là aussi.
Et c'est pour ça que finalement on appelle Pinterest le futur Google, éventuellement, dans la mesure où il se situe vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'un internaute peut avoir en tout cas en créant le lien notamment entre l'inspiration et l'action même physique. Voilà. Et ça peut se décliner aussi par exemple sur des recettes de cuisine. Beaucoup de gens se créent des tableaux de recettes et ensuite une fois que tout ça s'est collecté, regroupé dans un tableau en particulier, voire plusieurs tableaux parce que ça peut être des menus végétariens, des menus plutôt à base de viande ou autre, enfin quel que soit, ça peut être bio. En plus Pinterest propose parfois même via son moteur de recherche de filtrer par typologie de recettes même finalement. Après l'idée c'est effectivement ils utilisent ces recettes pour les essayer, les tester à la maison, que ce soit pour la famille ou pour dans le cadre de l'invitation d'amis, quoi. Alors justement Pinterest, quand on a un réseau, un site d'information ou n'importe quel site, c'est important d'être présent sur Pinterest? Alors pas forcément. Je dirais quelque part que tout est bon pour être sur Pinterest, pour une raison très simple, c'est que c'est le seul réseau social aussi, plus ou moins, où on peut sortir du cadre. J'ai un ami, j'avais une discussion sur le sujet, qui est directeur d'un MVNO, donc un opérateur téléphonique mobile. Il disait, quel est l'intérêt pour moi à part épingler, si je puis dire, des appareils téléphoniques. Je ne peux pas non plus collecter éventuellement les services que propose mon offre, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Et en fait, justement, je dirais qu'il y a, alors je n'ai pas forcément travaillé sur le sujet, mais il y a des façons vraiment de sortir du cadre en tenant compte des centres d'intérêt des utilisateurs. Donc cet opérateur, notamment, qui s'adresse à des jeunes, ces jeunes, ils ne font pas que téléphoner. Donc on peut forcément, je dirais, que même dans le cadre de situation, notamment d'usage d'un appareil téléphonique, un smartphone, il faut se centrer sur les activités, par exemple, de ces jeunes qui utilisent ces téléphones portables. Je donne un exemple concret puisque je l'ai vécu avec une marque, donc une marque italienne, alors plusieurs même, je l'ai vécu avec plusieurs marques, mais je pense à une en particulier parce que ça sortait vraiment du cadre. Une marque italienne qui s'appelle Alberta Ferretti, donc qui est plutôt dans la mode haut de gamme luxe. Donc qui fait des défilés, qui fait des collections, qui propose en tant que produit des vêtements et des accessoires pour des gens plus ou moins fortunés. Et cette marque en fait m'avait notamment invité, alors parmi d'autres, à collaborer sur des tableaux. Donc elle avait créé, puisque c'est aussi une des possibilités sur Pinterest de créer des tableaux collaboratifs, 2 tableaux qui s'appelaient Africa and Colors et l'autre qui s'appelait Greek Holidays. Donc forcément, on se dit Alberta Ferretti, la mode, c'est quoi le rapport entre les deux? Je dirais que le rapport en fait est assez simple. Cette marque, pour créer ses collections, a besoin de s'inspirer. Avant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'inspirait de voyages, elle s'inspirait de ses amis, en fait, principalement, on va dire, offline, ou éventuellement, elle allait sur Google Images, où elle allait, pour trouver finalement des thématiques, des intérêts, des concepts, finalement, qui l'aidaient à créer une nouvelle collection. Là, en fait, elle créait des tableaux, donc Greek Holiday, donc elle voulait s'inspirer, cette marque, des voyages en Grèce. Voilà, donc ça pouvait être des lumières, ça pouvait être des endroits, des lieux, des événements qui auraient pu avoir lieu en Grèce dans le cadre de vacances en Grèce, ou dans un autre cas, African Colors, donc Afrique et les couleurs de l'Afrique. John Galliano était assez connu pour ce côté-là. Assez polémique comme directeur artistique, mais utiliser cette logique d'inspiration. Et finalement, pour une marque, elle peut utiliser Pinterest pour ce genre de travail et l'aider à faire ses collections, en tout cas dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est un réseau social où on peut faire ça, et même dans dans le cadre de ma conférence que j'ai faite lundi, donc il y a des marques les plus iconoclastes possibles qu'on peut retrouver sur Pinterest, ou des produits les plus étranges qu'on pourrait trouver, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'après il faut se focaliser sur l'usage et les centres d'intérêt des utilisateurs. Je pense que tout est possible. Après, bien évidemment, tout ne marche pas, c'est pas obligatoirement, puisque la plupart du temps, on va dire que les centres d'intérêt qui sont les plus partagés
sont très souvent féminins, mais qui peuvent être partagés par des hommes mais aussi, comme les recettes de cuisine, comme la mode, comme la beauté, comme les voyages, comme le mariage que j'évoquais tout à l'heure, comme les loisirs créatifs, qui sont aujourd'hui des thématiques, qui sont les thématiques même les plus partagées sur Pinterest. Avec une particularité notamment pour la France, qui ne se retrouve pas dans le monde, dans le reste du monde si je puis dire. C'est l'art, qui est aussi une des thématiques très populaires, en tout cas en France, et qui est très partagée sur Pinterest. Mais moi, ce que je préconise notamment par rapport à une marque, ou même un utilisateur finalement lambda, c'est par rapport à son centre d'intérêt, par rapport à son métier, d'aller utiliser le moteur de recherche de Pinterest et de voir si sa marque, voire même si ses produits, ou voire même si c'est pas sa marque, enfin des produits d'autres marques sont déjà épinglés par des utilisateurs, et ça lui permettra de découvrir facilement et très rapidement si ça vaut le coup d'aller sur Pinterest ou pas. Et c'est facile de se créer un compte sur Pinterest ? C'est très facile, c'est 45 secondes, je dirais, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il y a 3 façons principales, je dirais. Il y a la façon classique en intégrant un mail, s'inscrire à n'importe quel réseau social, n'importe quel site. Enfin, moi, il y a le classique, mais il y a aussi le Facebook Connect et le Twitter Connect qui peuvent être utilisés et qui permettent d'aller encore plus vite. La seule particularité que peut avoir Pinterest, c'est que dans cette chaîne d'inscription, dans ce process d'inscription, on vous propose en fait de choisir des centres d'intérêt, justement vos propres centres d'intérêt, que ce soit pour une marque ou un individu, pour commencer l'expérience et proposer notamment des épingles qui correspondent à ces centres d'intérêt qui ont été choisis. Mais c'est assez rapide en tout cas de s'inscrire. Et un compte Pinterest devient crédible à partir de combien de followers Il n'y a pas de crédibilité. Et en plus, alors pour être très sincère, moi je ne suis pas dans la logique des followers qui existe depuis, malheureusement, c'est une valeur qui est bien évidemment obligatoire, mais aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc il n'y a pas. Souvent on dit qu'effectivement, si on n'a pas 30 000 followers sur Twitter, ça vaut pas le coup. On a peu de crédibilité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que justement sur Twitter, au-delà de l'engagement qu'on peut avoir, je prends très bien ce réseau social-là parce qu'en fait il y a des similitudes par rapport au nombre de tweets, parallèlement au nombre de pins, puisqu'il y a plus de 30 milliards de pins aujourd'hui sur Pinterest. En fait, vous pouvez avoir un compte qui a 300 abonnés, 100 abonnés, mais en fait sur ces 100 ou ces 300, il peut y en avoir 50 ou 80 qui vous suivent. Qui vous retweetent pas forcément, qui vous répondent pas forcément, qui n'ont pas d'interaction, mais qui vous suivent et qui vous consultent, sans que vous le sachiez parfois. Alors un jour peut-être qu'ils vous le disent. Parallèlement, le compte à 30 000, ça se trouve, évidemment, il est suivi que par, peut-être 2000. Alors ce qui est forcément en termes de valeur plus important, mais en termes d'engagement ou d'interaction, c'est beaucoup moins important finalement. Quel est l'intérêt d'avoir 30 000 abonnés quand il y a 2000 qui suivent et qui éventuellement d'autres encore moins qui interagissent ou répondent ou dialoguent avec vous? Sincèrement, il n'y a pas forcément. Sur Pinterest, j'aurais tendance à dire que c'est pareil. Alors moi, j'en ai plus d'1 million. Ça, l'effet de volume a son importance, mais c'est l'engagement qu'il y a derrière. Et pour preuve, alors après, c'est aussi lié à une petite fonctionnalité qu'a mis en place Pinterest il y a quelques mois. On a ce qu'on appelle les épingles similaires. Les épingles suggérées, en anglais c'est les related pins. En fait, c'est Pinterest qui met en avant des épingles d'utilisateurs lambda, ça peut être un influenceur comme ça, c'en n'est pas un, sur une thématique qui vous intéresse. Et c'est mis en avant en fait dans la timeline principale, dans la page d'accueil de l'utilisateur. Et moi, ça m'arrive régulièrement de tomber sur des épingles qui correspondent effectivement à mon centre d'intérêt, puisque c'est la logique de Pinterest, qui ont énormément d'engagement. Et quand je vais plus loin, c'est-à-dire que je vais voir éventuellement le membre qui a épinglé cette épingle, je vois qu'il n'a pas forcément beaucoup de followers. Même dans le tableau où cette épingle a été publiée, il n'y a pas beaucoup d'abonnés non plus. Mais en revanche, ça a créé beaucoup d'engagement sur cette épingle et pas sur d'autres. Donc il n'y a pas forcément de règles. J'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment partager ses passions.
Ça peut venir comme ça peut pas venir. Voilà, enfin, après, c'est le problème même de tout réseau social avec leurs algorithmes X ou Y qui sont souvent assez nébuleux et qui sont impossibles évidemment. Voilà. Mais j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et qu'un jour, évidemment, son compte ou son centre d'intérêt X ou Y devienne populaire et pas seulement en termes d'abonnés, bien évidemment, mais surtout en termes d'engagement et d'interaction, c'est-à-dire en termes de repins, de likes, de commentaires. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, c'est ma philosophie en tout cas et celle que je préconise à des utilisateurs ou à des clients. Dernière question, il faut une bonne qualité d'image. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonne qualité d'image sur Pinterest. Il peut y en avoir de moins bonne qualité, ce qui n'empêche pas parfois d'avoir de l'engagement, clairement. Tout dépend, j'aurais tendance à dire aussi, du centre d'intérêt, mais aussi des zones géographiques parfois. C'est-à-dire que c'est un peu comme partout. Les Américains font moins attention au côté créatif, voilà, ils sont beaucoup dans l'efficacité. Si je prends mon exemple justement, si je dois épingler, même dans le cadre de la monétisation de mon compte, un escarpin, voilà, donc qui reçoit finalement une fiche produit, donc l'escarpin, fond blanc classique. Ça peut avoir beaucoup d'engagement aux États-Unis et ça peut ne pas en avoir en Europe parce qu'en Europe, voilà, à contrario, effectivement, certains qui sont plus graphiques ne fonctionnent beaucoup moins aux États-Unis, mais beaucoup mieux en Europe. Donc alors certes, il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, hein, ce sont des belles images qui sont généralement partagées sur Pinterest, donc qui sont la plupart du temps de toute façon issues de blogs, de sites, de plateformes d'enseignes e-commerce. Hein, voilà, donc on n'est pas forcément soit obligé de savoir prendre des photos, hein, savoir être créatif, mais voilà, c'est en tout cas la majorité effectivement quand même des visuels qu'on retrouve sont quand même assez quali, quoi. Et quelque part aussi, je préconise d'intégrer, alors peut-être des photos quali, mais surtout des visuels de bonne définition. Point important en fait. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'il y a 98% des épingles qu'on trouve sur Pinterest sont issues du web, ou tout au moins ont un lien dans l'éditeur de l'image. Et seulement, on va dire quelque part 2% qui ont été téléchargés notamment depuis un ordinateur. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais la majorité ont des liens, donc forcément sont issus de photos déjà existantes, donc sur le web. On paye plus via son mobile que via un ordinateur. Alors, on utilise plus Pinterest depuis son mobile, effectivement, parce que c'est à peu près 3/4 des utilisateurs qui utilisent Pinterest depuis leur mobile. Ce qui fait que 80% justement des épingles sont des repins. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire sur Pinterest, c'est faire ce qu'on fait avec Instagram, Facebook ou Twitter. On ne peut pas épingler directement depuis son téléphone portable. Sauf si éventuellement, non, enfin même pas. Même si on a des photos déjà hébergées dans son smartphone, c'est pas fait pour. Voilà, j'ai déjà tenté l'expérience, j'avais même pour une marque fait, entre guillemets, tenté une espèce de live pinning, un peu comme on live tweet. Voilà, et le problème c'est que ça met entre 10 et 15 minutes pour charger une photo. Et au bout de 5 photos, je dirais qu'il n'y a plus de batterie sur le téléphone, donc ça vaut pas le coup. Mais en revanche, d'un point de vue usage, aujourd'hui, la plupart des gens utilisent depuis leur téléphone portable. Bon, et si j'ai envie de me lancer sur Pinterest et j'ai besoin d'un professionnel, où est-ce que je te contacte, Christian ? On peut me contacter en partie sur Pinterest, mais bon, c'est pas le meilleur moyen pour rentrer en contact avec quelqu'un. On peut me contacter notamment sur LinkedIn à Christian Radmilovic. Ou sinon sur Twitter à @radmilovic, voilà. Ou sinon encore par mail donc c'est radmilovic@gmail.com. Voilà. Christian, merci. Merci.